Aujourd'hui marque les 20 ans de ma perte de virginité. Et donc, allez, on va faire une vidéo où on va parler de cul, on va parler de virginité. Et à travers mon exemple, je vais permettre de vous donner quelques conseils sur ce moment très important. Donc, déjà, ne faites pas l'erreur que j'ai faite. Alors certes, il n'y a pas d'âge pour faire un mot la première fois. C'est un petit peu à son souhait ou à sa guise. Mais moi, je l'ai fait à 11 ans. Ce qui fait que déjà de 1, j'ai pas pu jouir parce que j'étais trop jeune. De 2, je l'ai fait trop tôt. C'est-à-dire que je suis passé des relations d'enfants, des amourettes d'enfants à un truc très adulte. Donc, comme on dit l'expression un petit peu vulgaire, du vivant à la vie, comme on dit. Donc voilà, l'âge, essayez de faire ça le plus tard possible. Parce qu'une fois que vous l'avez fait, ça modifie vos rapports et vos relations à l'autre, impérativement. Voilà, d'un point de vue psychologique, d'un point de vue mental, d'un point de vue relationnel, ça a son impact. Conseil numéro 2. Ne le faites pas pour un trophée Xbox 360. Non, vous ne le faites pas simplement pour check-in, to-do list et dire ouais, j'ai fini c'est aujourd'hui. Non, cela doit avoir un sens, ça doit avoir une importance, une symbolique. Parce qu'autrement, si vous le faites, ça va aboutir que vous allez accumuler les relations et que vous oublierez la vraie finalité qui est le sentimental. On peut le faire pour le plaisir, mais avec le sentiment, c'est tellement plus beau, tellement plus fort. Faire l'amour, c'est fort. Avec des sentiments, tu mets le curseur x10. Troisièmement, faites-le dans des conditions idéales. On se protège de tout. Capote, contraception et tout. Ce serait con que la première fois engendre des graves soucis, parce que oui, l'avortement est facilité aujourd'hui en France, mais cela n'empêche que ça reste un traumatisme. Il y aura un avant, un après, vous ne serez plus les mêmes. Mais vraiment, vous ne serez plus les mêmes. Donc, autre aspect important, faites attention à votre partenaire. La première fois, je l'ai fait avec une femme qui ne voulait pas. Enfin, une gamine. Qui voulait juste montrer à un mec qu'elle était hot. Ouais, le problème, ce qu'elle n'a pas calculé, c'est qu'elle a détruit pendant 20 ans et plus mon rapport à la sexualité et à la femme. Elle ne s'est pas rendue compte de cela. Ou elle s'en est foutue, elle s'en est battue les couilles. Faites très attention parce que vous êtes deux. Là, c'est plus de l'onanisme, hein. C'est plus on se tape la poupougne à la maison. Non, non. Là, il y a un autre être humain qui peut être impacté. Donc, ne l'oubliez pas. Ce n'est pas un morceau de viande, ce n'est pas une masse de chair informe. Ne l'oubliez pas. Enfin, un dernier conseil. Vous ne mettez pas la pression. Ouais, c'est pas aujourd'hui que vous taperez des records. C'est pas aujourd'hui que vous ferez la performance du siècle. Je vous le dis tout de suite. Hein. Donc, prenez ça pour ce que c'est. Hein. Oh, la première fois que vous avez fait des crêpes, elles ont été un peu ratées. Bon bah voilà, là ça peut être la même chose. Bon, dans le lot, il y a des trucs qui vont être sympas, mais après, voilà, vous mettez pas la pression, c'est détente, c'est cool, c'est détendu de la chose. Voilà. Ne vous inquiétez pas, détendez-vous, ça va bien se passer. Et surtout, profitez, enjoy. Alors, j'ai envie de vous parler d'une série française, Plus belle la vie. Alors, Plus belle la vie est un feuilleton quotidien, c'est-à-dire diffusé tous les jours de la semaine, du lundi au vendredi, enfin qui était diffusé entre 2004 et 2022. Voilà, 2022. Tourné à Marseille, et donc il relate la vie d'un quartier fictif, le Mistral, avec bon, ses personnages, ses intrigues, parce que bon, tu fais pas durer un bordel 18 ans si s'y passe rien. Parce que c'est filmé Richard qui boit son pastis après sa pétaigne. Bon, voilà, faut rajouter un peu de drama. Cette série est assez historique dans le sens où, bah, faut être honnête, en France, la production culturelle se fait à Paris. Tout est tourné à Paris. Bon, après, il y a des films, il y a des téléfilms, mais quelque chose de quotidien qui passe à la télé
produit ailleurs qu'à Paris, c'est rare. Déjà. Deuxièmement, pourquoi c'est important d'étudier? Parce que c'est affecté au quotidien. Donc, pour alimenter, il faut s'alimenter de l'actualité. Des sujets qui font l'actualité. Et là, c'est l'histoire des mentalités que je provoque, l'histoire des représentations. Parce que dans l'histoire, il y a un aspect courant qui est très peu l'aspect courant qui est très important à aborder, c'est l'histoire des représentations. Et oui, même si ça reste de la fiction, dis-moi comment tu représentes ton monde, je te dirai un petit peu comment tu es. Voilà. Toutes les écrits à l'époque des Lumières représentant les différents mots de la société, toutes les satires de société, toutes les descriptions de société, notamment comment faisait Émile Zola dans Les Roucons-Macquart, par exemple, même si ce sont des œuvres de fiction, ayant une attache avec le réel, eh ben, Rock in the Casbah, ça indique énormément de choses sur comment on représente les choses. Plus belle la vie a abordé l'homosexualité, le mariage pour tous, à un moment ça a été légalisé. Ils ont abordé des sujets, les rapports de vie avec les adolescents, énormément de domaines qui des historiens dans 20 ou 30 ans pourront dire bon voilà, il y a 20 ou 30 ans l'homosexualité pouvait être représentée comme ça dans un feuilleton qui se veut réaliste. Les rapports entre les jeunes, le passage du bac il y a 20 ans, voilà, les feuilletons représentaient ça comme ça. Et donc ça reste une base de données assez importante. Et c'est très important dans l'histoire des mentalités de s'intéresser à la fiction. Homère dit énormément sur les sociétés grecques antiques. Ne l'oublions pas, elles servent de calva intellectuel. Et Plus belle la vie et s'oriente collé à l'actualité a démontré cela. Là, il y a eu des travers, il y a eu des sujets qui ont été soit mal abordés, soit pas abordés du tout. Mais ça peut servir de base de données, de réflexion, de comparaison, où dans 20 ou 30 ans, on pourra servir des épisodes de Plus belle la vie pour faire de l'histoire en comparaison avec ce qu'il y a sur les réseaux sociaux, sur les screenshots des réseaux sociaux, en comparaison avec des témoignages, avec des reportages télévisuels. Enfin voilà, tout ça va servir de calva, de réflexion sur la mentalité. 18 ans, c'est rare à la télé française, peu de programmes ont tenu 18 ans. Je vous ai dit qu'ils avaient abordé énormément de sujets. Les personnages ont acquéri, notamment leur acteur, une célébrité, bon, plus ou moins variable selon leur durée dans la série. Mais voilà, Plus belle la vie est un pan de notre histoire des représentations du monde, des représentations en France, pardon, est un pan d'histoire dans la télévision française, est un pan d'histoire dans la culture et l'histoire culturelle. Et je vous le dis, et je le répète, intéressez-vous à l'histoire culturelle, intéressez-vous à l'histoire des représentations, parce que dis-moi comment tu représentes ton monde, je te dirai quelle vision tu as du monde. Si tu as un pays qui n'a que des représentations négatives de son monde, dans la fiction, tu dois te dire putain, ça pue la merde. Cette société, ce monde-là ne va pas bien. Donc voilà, l'histoire des représentations. L'impérialisme américain et les superpuissances. Alors, une superpuissance, c'est un État qui domine le monde. Dans l'histoire, il y en a eu plusieurs. On ne peut réellement pas parler de superpuissance avant la découverte du Nouveau Monde. En effet, au vu de l'état de l'avancée technique en Antiquité et au Moyen-Âge, il est difficile de parler d'état hégémonique à l'échelle mondiale. Même la Rome qui s'étend de Londres à Damas et de Francfort à Alger, on ne peut pas en parler comme une superpuissance mondiale. Parce qu'elle était très renfermée sur ce lac méditerranéen, bloquée techniquement parce qu'elle ne voulait pas aller dans le Sahara, bloquée par des populations nomades au nord de l'Europe. Voilà. C'est difficile de parler de superpuissance quand on est entouré autour d'un lac. La Chine aussi, elle n'est pas trop sortie de son précaré asiatique. La découverte du Nouveau Monde a permis d'avoir des puissances sur plusieurs continents. Et
quand je dis plusieurs continents, c'est une domination mondiale, avec une domination de la mer, une domination sur les échanges économiques mondiaux, une faiseuse de normes, on va dire. Les premières superpuissances sont les puissances ibériques. Ça va durer qu'un siècle. Ça c'est rapidement l'Espagne et le Portugal vont connaître des problèmes politiques. Hein. Les Habsbourg d'Espagne vont avoir un petit souci, c'est que quand tu fais des enfants avec tes cousines, bah, à un moment, c'est plus un arbre généalogique, c'est un buisson le machin. Un peu aplati, ça va pas bien. On a assez rapidement l'Angleterre et la France qui vont prendre ce lead et qui vont le garder à peu près jusqu'à la Première Guerre mondiale, avec une domination, notamment pour la France, dans le domaine culturel. La France est une puissance culturelle. Elle va dominer le monde d'un point de vue culturel. On a, après la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis, l'URSS, et les États-Unis sont devenus la seule superpuissance jusqu'au milieu des années 2010, avec l'avènement d'une puissance comme la Chine, qui a commencé à être une puissance de rebours. Mais cette puissance américaine est aujourd'hui contestée. Contestée déjà par l'arrivée de nouveaux acteurs. Ça, c'est un processus normal dans la mondialisation des échanges. On a une faute qui vient de la part des Américains, c'est d'avoir manqué de finesse. Vraiment avoir manqué de finesse, notamment à partir de 2001. On a manqué de finesse, les Américains ont manqué de finesse dans leur puissance. Ils auraient dû être un point de fer dans un gant de velours, et bon, ils ont enlevé le gant de velours et ils ont tapé avec les points en fer. Le problème, c'est que c'est pas bon. Pas bon du tout. On a une faute qui est liée aussi au personnel politique qui a négligé l'intérieur pour penser à l'extérieur. Le problème, c'est que si l'intérieur ne donne pas envie, comment à l'extérieur tu peux avoir envie d'un modèle? Comment tu peux avoir envie d'être un Américain? C'est-à-dire un obèse 150 kg acculturé. On a aussi des choix stratégiques qui étaient malheureux. Personne n'aurait pensé que la Russie tienne lors de cette guerre aussi longtemps. Ça, c'est indéniable. Mauvais choix. Les querelles politiques. Là aussi, que ce soit Trump qui voulait se désengager de cette logique de superpuissance, ou que ce soit Biden, qui par ses choix politiques, qui par son comportement, désolé, hein, pas qui fait de la résistance, ça va pas. Voilà. Donc c'est ça qui a posé problème sur la superpuissance américaine.